Les portes d'un mystère, 2000 mots maximum. La pluie tombait doucement sur les collines verdoyantes du nord de la Galilée lorsque je suis arrivé pour la première fois dans le village druze de Bey al-Kamar. Un endroit que les cartes mentionnaient rarement, et dont l'histoire semblait volontairement effacée par les livres que j'avais lus. Pourtant, quelque chose dans ce lieu attirait les chercheurs, les journalistes et les curieux depuis des décennies, un mélange d'isolement, de loyauté communautaire et de secrets que personne, en dehors des initiés, ne parvenait à comprendre réellement. Je m'appelais Elias Morel, journaliste d'investigation franco-libanais. Depuis l'enfance, j'avais entendu des rumeurs sur les Druzes, des récits souvent exagérés, parfois admiratifs, parfois teintés d'incompréhension. Un peuple discret, disait mon grand-père. Une montagne silencieuse, ajoutait ma mère. Mais jamais personne ne m'avait donné une explication claire de qui ils étaient vraiment, ni pourquoi ils semblaient si étroitement liés à l'État d'Israël. Ce voyage, je l'avais entrepris pour comprendre cette relation mystérieuse, pas pour accuser, ni pour trancher dans le tumulte des discours politiques, mais pour écouter les voix que l'on n'entendait jamais. Et surtout, pour percer l'histoire cachée, dont on parlait dans les cercles universitaires comme un mythe presque sacré. Dès mon arrivée, je remarquai les signes distinctifs, les maisons de pierre blanche, les drapeaux druzes aux 5 couleurs flottant fièrement, et un silence étrange qui régnait entre les ruelles étroites. Les habitants me regardaient avec une curiosité prudente, comme s'ils essayaient de deviner mes intentions. Devant le café principal du village, un vieil homme en tenue traditionnelle, chemise blanche, pantalon noir ample, moustache épaisse m'attendait. C'était Cheikh Naïm, celui qui avait accepté, après des semaines de négociations, de m'ouvrir quelques portes. « Elias Morel », dit-il d'une voix grave en me serrant la main. « Vous avez voyagé longtemps. Venez, nous avons beaucoup à discuter. » Le café sentait le café turc et le bois humide. Nous nous assîmes près de la fenêtre, face au paysage brumeux des montagnes. « Vous voulez connaître notre histoire ?» reprit-il calmement. « Mais comprenez ceci, l'histoire druze n'est pas un livre ouvert. Ce que je vous dirai ne sera qu'une partie, celle que vous êtes prêt à entendre. »« Je suis prêt », répondis-je simplement. Il hocha la tête, comme satisfait par ma réponse. Au début, il me parla de la naissance de la communauté druze au VI siècle, de leur doctrine ésotérique réservée à ceux qui avaient été initiés, et de leur réputation d'être farouchement loyaux, où qu'ils vivent. Rien de tout cela n'était nouveau pour moi. Mais lorsque j'abordai la question sensible de la relation entre les Druzes et Israël, le cheikh se redressa lentement, comme si nous franchissions une frontière invisible. Vous ne comprendrez jamais cette relation si vous ne comprenez pas la première règle druze, al-Taqiyya, la protection. Nous ne survivons que parce que nous savons nous adapter au pouvoir en place, d'un pays à l'autre. C'est ainsi depuis 1000 ans. Je pris des notes, mais il me fit signe de m'arrêter. Non, ceci ne s'écrit pas. Vous devez l'entendre, pas le consigner. J'abaissai le stylo. Israël, continua-t-il, n'a pas choisi les Druzes. Ce sont les Druzes qui ont choisi leur voie. Une voie complexe, parfois controversée, souvent mal comprise. Certains y voient un pacte, d'autres une stratégie, d'autres encore une alliance forcée. La vérité est toujours plus nuancée. Son regard se perdit dans le lointain, comme s'il voyait toutes les décennies que nous évoquions défiler devant lui. Le soir venu, il me guida à travers le village, jusqu'à une maison ancienne située à la lisière de la montagne. À ma surprise, la porte était ouverte et une lumière douce éclairait l'intérieur. Une femme d'une 50aine d'années, aux yeux perçants et au sourire calme, nous accueillit. « Elias, voici Léial. » Elle connaît certains récits que même moi je ne raconte plus. La maison était remplie de livres, de cartes, de photos anciennes. Sur l'un des murs, un portrait en noir et blanc d'une femme druze en tenue traditionnelle. Léial me servit un thé aux herbes avant de s'asseoir face à moi. « Vous êtes venu chercher les secrets, dit-elle sans détour. Mais ici, les secrets ne sont pas cachés. Ils sont simplement dissimulés parmi les détails que personne ne regarde. » Elle sortit une vieille carte de la région, datant des années 1930. « Vous voyez ces montagnes? Avec leurs grottes, leurs passes invisibles, leurs vallées abruptes? Ce territoire a toujours été un refuge. Pour les Druzes, pour d'autres minorités aussi. Depuis des siècles, nous avons dû composer avec les puissances qui se disputaient la région, ottomans, britanniques, français, puis États indépendants.
Elle pointa un cercle rouge au milieu de la carte. Et ici commence ce que vous appelez l'histoire cachée. Mon cœur battait plus vite. En 1948, avant même que les frontières ne se stabilisent, un groupe de chefs druzes a pris une décision. Pas unanime, pas sans débat, pas sans douleur. Mais une décision qui allait définir l'avenir de la communauté en Israël, rester, et coopérer. Coopérer, comment? Demandai-je. Elle répondit avec une prudence presque palpable. Au début, simplement par survie. Ensuite, par choix politique. Enfin, par intégration militaire, ce que presque aucun autre groupe n'a fait de la même manière. Je connaissais déjà partiellement cette réalité, les Druzes citoyens d'Israël étaient les seuls Arabes du pays soumis à la conscription obligatoire. Mais entendre cela raconter de l'intérieur donnait à l'histoire une dimension totalement différente. Nous parlâmes des jeunes Druzes envoyés à l'armée, parfois par conviction, parfois par pression sociale. De leur réputation de loyauté. De leur rôle dans certaines unies. Unité sensible. Léal choisissait ses mots avec soin, jamais accusateur, jamais idéologique. Vous devez comprendre, insista-t-elle. Les Druzes ne se voient pas comme un bloc homogène. Il y a ceux qui approuvent cette alliance. Ceux qui la contestent. Ceux qui la tolèrent sans l'aimer. Et ceux qui portent encore en eux le conflit identitaire que cela crée. Elle me montra une deuxième carte, plus récente. La controverse que vous cherchez n'est pas un secret d'État. C'est un secret humain. Comment une communauté peut-elle être loyaliste dans un pays, tout en partageant la langue et certaines racines culturelles de ses voisins qui le contestent? Je restai silencieux. Tout cela dépassait les discours simplistes auxquels j'avais été habitué. La nuit s'épaississait autour de nous lorsque soudain, Léal posa devant moi un dossier très ancien. Il était jauni, attaché par une ficelle, sans titre. Ceci n'a jamais été publié, dit-elle. C'est un recueil de témoignages de 3 générations de Druzes ayant servi dans diverses institutions israéliennes. Aucun de ces récits n'est officiel. Certains sont contradictoires. Certains sont douloureux. Mais tous montrent la complexité que vous cherchez. Je posai ma main sur le dossier, presque avec respect. Puis-je le lire? Le cheikh Naïm répondit à la place de Léal, d'un ton ferme. Vous ne pouvez pas l'emporter. Vous ne pouvez pas en faire de copie. Mais vous pouvez le lire ici. Et vous pourrez en écrire ce que votre conscience vous permettra d'écrire. Je compris alors que ce voyage ne ressemblait à aucun de mes reportages précédents. Ici, il n'était pas question de scandale, ni de révélations explosives, ni d'accusations politiques. Ce que je m'apprêtais à découvrir était plus profond, plus intime, la manière dont une communauté tentait, depuis des décennies, de survivre dans un paysage où l'histoire ne la laissait jamais tranquille. Le cheikh plaça une main sur mon épaule. Elias, ce que vous lirez dans cette maison changera votre regard. Peut-être même votre vie. Mais rappelez-vous une chose, l'histoire druze n'est ni blanche, ni noire. Elle est faite d'adaptations, de dilemmes et de choix impossibles. Je pris une profonde inspiration. Le dossier s'ouvrit dans un léger souffle de poussière. Et l'histoire cachée commença enfin à se dévoiler. Les voix du dossier interdit, 2000 mots maximum. Le dossier ancien reposait devant moi, comme une relique oubliée ayant traversé le temps malgré les tempêtes politiques, les guerres et les changements de frontières. Je m'installai à une petite table en bois, éclairée par une lampe à huile, tandis que Léal et le cheikh Naïm prenaient place à quelques mètres, silencieux mais attentifs. Lorsque j'ouvris la première page, une odeur de papier jauni se mêla à celle du thé aux herbes. Le premier témoignage portait la date de 1957, écrit à la main avec une calligraphie soignée. Il s'agissait d'un jeune druze, probablement l'un des premiers à avoir servi dans les forces israéliennes. Le témoignage de Salem, 1957. J'ai 22 ans. On dit que ma génération ouvre un nouveau chemin. Certains l'appellent une coopération, d'autres une erreur. Moi, je ne sais pas encore. Lorsque j'ai reçu l'ordre de rejoindre l'armée, mon père est resté silencieux. C'était une nouvelle réalité. Il m'a seulement dit. Va, mais n'oublie jamais qui tu es. J'ai marché avec les autres recrues, vêtu d'un uniforme qui n'était pas celui de mes ancêtres. Je n'ai pas ressenti de joie, ni de honte. Seulement un poids sur ma poitrine, celui de représenter un peuple trop petit pour refuser,
mais trop fiers pour disparaître. Ici, au camp, certains nous regardent comme des alliés loyaux. D'autres comme des étrangers utiles. Moi, je veux juste rentrer vivant. Astérisque. Je levai les yeux vers Léal. C'est un ton étonnamment sobre, dis-je. Les premiers témoignages le sont, répondit-elle. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils racontent simplement ce qu'ils ont vécu. Racontent simplement ce qu'ils ont vécu. Je repris ma lecture. 2. Le carnet de Noura, 1973. La deuxième section était écrite par une femme nommée Noura, probablement la sœur ou l'épouse d'un soldat. Contrairement aux autres pages, la sienne semblait avoir été écrite dans l'urgence, comme si elle avait voulu capturer l'instant avant qu'il ne s'échappe. La guerre est revenue. Elle revient toujours. Mon frère a été mobilisé hier. Il disait, en souriant, que ce n'était pas différent des autres années. Mais ses mains tremblaient. Il a essayé de les cacher derrière sa veste. Dans le village, certains chuchotent qu'il ne faut pas servir. Mais d'autres répondent que nous devons honorer les accords que nos anciens ont faits pour que nous puissions vivre ici sans être pris entre trop de feu. Je ne sais pas qui a raison. Je sais seulement que chaque fois que la guerre éclate, notre communauté se déchire un peu plus. Je prie pour que mon frère revienne. Qu'importe la politique, qu'importe les discours. Je ne veux pas perdre un autre membre de ma famille. Astérisque. Je ressentis une boule dans la gorge. Ce document n'était pas un dossier politique. C'était un cri humain, fragile, intime. Ce n'est pas ce que j'imaginais, murmurai-je. Parce que tu cherchais une explication stratégique, répondit Léal. Mais la vérité est souvent faite d'histoires individuelles, pas de grandes théories. Je tournai la page suivante. C'était un nouveau témoignage, daté de 1992. 3. Les confessions de Baja, 1992. On me demande parfois pourquoi je suis resté dans l'armée après mon service obligatoire. La réponse n'est pas simple. J'ai grandi en entendant que notre peuple devait se protéger, toujours, partout. Dans l'armée, j'ai trouvé une stabilité particulière, des règles claires, un rôle défini, une utilité. Mais je sens parfois le regard lourd de ceux qui pensent que nous avons trahi nos origines arabes. Cette accusation est la plus douloureuse. Je ne me sens pas traître. Je me saigne. Autres ne voient pas. Être druze, ce n'est pas choisir un camp contre un autre. C'est survivre dans un monde où chaque camp veut nous définir à sa place. Je voudrais que mes enfants puissent dire un jour, nous avons choisi notre voie. Sans peur, sans honte. Astérisque. Je restai quelques instants immobile. Tout dans ce dossier respirait la complexité et une complexité que les slogans politiques effaçaient trop facilement. Le cheikh Naïm s'approcha lentement. Ce dossier n'accuse personne, vous le voyez, dit-il d'une voix douce. Oui, répondis-je. Il révèle surtout un nœud intérieur. Exactement. Et ce nœud existe encore aujourd'hui. Après une courte pause, Léal posa une nouvelle feuille sur la table. Celle-ci est plus récente. Elle date de 2016. Elle n'était pas dans le dossier d'origine, mais j'ai pensé qu'elle vous aiderait à comprendre la continuité. Je pris la feuille. 4. Le journal de Hadi, 2016. J'ai rejoint l'armée aujourd'hui. Pas par obligation mais parce que c'est ce qu'on attend de moi depuis l'enfance. Au village, on me félicitait. On disait, tu suivras la tradition. Mais quelle tradition? Celle de servir? Celle de protéger? Celle de s'adapter? Je suis fier d'être druze, mais parfois, je me demande si nous ne sommes pas comme un pont entre deux montagnes qui se détestent. Un pont que chacun traverse quand cela l'arrange, mais que personne ne protège vraiment. Je ne cherche pas à changer le monde. Je veux seulement comprendre ma place. Peut-être qu'en servant, je trouverai cette réponse. Ou peut-être que je me perds davantage. Astérisque. Lorsque je terminai la lecture, je refermai le dossier lentement, comme si je venais d'assister à une confession collective. Tous ces témoignages, dis-je, ils montrent une bataille intérieure plus que politique. Le cheikh hocha la tête. C'est cela, l'histoire cachée. Pas une conspiration, pas une alliance secrète, mais cette tension interne, transmise de génération en génération. Et vous vouliez que je
vois cela avant d'aller plus loin? Oui, répondit Léal. Parce que si vous cherchez des réponses simples, vous ne trouverez rien ici. Le silence s'installa entre nous, seulement brisé par le bruit du vent contre les volets de la maison. Je me sentais à la fois humble et troublé. Ce que j'avais lu ne correspondait ni aux récits glorifiés de certaines sources, ni aux récits accusateurs d'autres. C'était humain. Profondément humain. Et maintenant? Demandai-je. Maintenant, dit le cheikh, vous allez rencontrer ceux qui portent encore ces questions aujourd'hui. Ici, dans le village? Certains sont ici. D'autres, non. Mais avant cela, il y a un endroit où je dois vous emmener. Léal se leva et prit un manteau. Nous n'y allons pas de nuit, dit-elle. Demain matin, au lever du soleil, nous partirons. Où allons-nous? Le cheikh sourit mystérieusement. Au sommet de Jabal al-Safa. C'est là que commence la deuxième partie de votre enquête. Là où l'histoire publique et l'histoire intime se rencontrent et se contredisent. Je sentis un frisson me parcourir. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Mais une chose était sûre, le voyage ne faisait que commencer. Le sommet de Jabal al-Safa, 2000 mots maximum. Le lendemain matin, avant même que le soleil n'apparaisse derrière les crêtes, le cheikh Naïm frappa à ma porte. La maison où je logeais était encore plongée dans l'obscurité, mais dehors, j'entendais déjà les premiers chants d'oiseaux mêlés au souffle du vent de montagne. « Elias, préparez-vous, dit-il calmement. C'est une longue ascension. » Je avalai rapidement un café brûlant, enfilai ma veste et rejoignis le cheikh et Léal devant la maison. Un vieux pick-up nous attendait, moteur ronronnant doucement. La route qui menait au sommet de Jabal al-Safa serpentait à travers les collines, longeant des falaises abruptes et des forêts épineuses. Le paysage semblait intact, comme si les siècles n'avaient jamais osé y toucher. Pendant le trajet, personne ne parlait. L'air était chargé d'une gravité que je ne comprenais pas encore. Nous arrivâmes à un petit plateau où le véhicule ne pouvait plus monter. Le soleil commençait à se lever, teintant l'horizon d'un rouge profond. De là, nous devions continuer à pied. Le sentier était étroit, presque invisible, et semblait connu seulement de ceux qui vivaient ici depuis des générations. À mesure que nous montions, le vent devenait plus fort, fouettant nos manteaux et faisant voler la poussière autour de nous. « Pourquoi monter si haut » demandai-je en reprenant mon souffle. Le cheikh marcha à mes côtés sans ralentir. Parce que c'est ici que notre histoire se raconte sans mots. Ici que vous comprendrez ce que signifie être druze dans cette région. Léal, qui marchait devant, ajouta. Et parce que certaines réponses ne peuvent être données qu'à ceux qui voient ce lieu de leurs propres yeux. Intrigué, je continuai à les suivre. Après une dernière montée raide, nous atteignîmes un promontoire rocheux. Devant nous s'étendait un panorama à couper le souffle. Les montagnes de Galilée ondulaient à perte de vue, les villages druzes formaient des taches blanches au milieu de la verdure, et plus au loin, on devinait les villes mixtes où les identités et les loyautés se croisaient, souvent en silence. Le cheikh posa sa main sur une roche plate, comme s'il saluait un vieil ami. « Bienvenue à Jabal al-Safa, dit-il. C'est un lieu sacré ? Demandai-je. Sacré par l'histoire, pas par la religion, répondit-il. Léal me fit signe d'approcher du bord du plateau. Regardez là-bas, dit-elle. Qu'est-ce que c'est? Je suivis son geste. Dans une vallée lointaine se trouvait un petit fort abandonné, presque invisible sans son indication. Ce fort a été utilisé par plusieurs armées et plusieurs époques, expliqua-t-elle. Il a été ottoman, britannique, puis laissé à l'abandon. Les Druzes y ont survécu, s'y sont cachés, parfois y ont négocié. Il représente tout ce que nous ne disons jamais à voix haute. Je observais le fort en silence. Il symbolise la nécessité de s'adapter, suggérai-je. Le cheikh hocha la tête. Exactement. Notre peuple n'est jamais assez nombreux pour imposer quoi que ce soit. Nous avons donc appris à survivre en observant, en négociant, en prenant parfois des chemins qui semblent contradictoires vus de l'extérieur. Nous nous assîmes sur un rocher plat, face au paysage. Le vent faisait vibrer les herbes sèches autour de nous. Ce que vous avez lu hier soir, dit Léal, n'est qu'une petite part de ce que vivent les Druzes d'Israël. Je m'en doute, répondis-je. Alors écoutez ceci, reprit-elle.
Il existe 3 courants principaux au sein de notre communauté. Pas politique, pas religieux. Plutôt, des façons d'exister dans un pays qui nous observe constamment. Elle tendit 3 doigts. Le premier courant, ceux qui se sentent pleinement citoyens, qui voient leur service militaire comme un devoir civique, parfois même comme un honneur. Le deuxième courant, ceux qui obéissent à la loi, mais avec un cœur divisé. Ils servent, mais se sentent parfois éloignés de leur propre peuple, ou incompris par leurs voisins arabes. Le troisième courant, ceux qui refusent de servir, même s'ils sont peu nombreux. Ils dénoncent ce qu'ils appellent une pression collective ou une perte identitaire. Je notais mentalement ces distinctions. Elles étaient plus subtiles que ce que la plupart des analyses médiatiques présentaient. Et vous? Demandai-je avec précaution. Où vous situez-vous? Léal sourit légèrement. Je suis de ceux qui observent. Comme vous. Le cheikh soupira en regardant les montagnes. Vous savez, Elias, beaucoup pensent que notre relation avec Israël est simple, coopérer ou ne pas coopérer. Mais rien n'est jamais aussi binaire dans la réalité. Je m'en rends compte, dis-je. Ce que vous voyez ici, reprit-il en désignant le paysage, ce sont des villages anciens, des familles qui ont survécu à des siècles de conquête. Les Druzes ont appris à éviter les conflits inutiles. À s'intégrer là où ils vivent. À protéger leur communauté avant tout. Il marqua une pause. C'est pourquoi certains d'entre nous servent dans l'armée, d'autres non. C'est pourquoi certains voient Israël comme leur patrie, d'autres comme un passage obligé. Et d'autres encore comme un pays où ils sont entre deux mondes. Entre deux mondes, répétai-je. Oui. Ni pleinement arabe dans le sens politique du terme, ni pleinement israélien dans le regard de tous. Léal ajouta. C'est cela, la controverse dont parle votre titre, une controverse intérieure, pas extérieure. Après un silence long, le cheikh se leva. Il est temps de vous montrer quelque chose d'autre. Nous marchâmes quelques minutes jusqu'à une petite grotte creusée dans la paroi de la montagne. L'entrée était étroite, presque invisible, à moitié cachée par des buissons. Entrez, dit Léal. L'intérieur était sombre au début, mais une fois mes yeux habitués, je distinguais des gravures sur les parois, des symboles druzes, des dates, des noms, des fragments de phrases. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Un lieu de mémoire, répondit le cheikh. Chaque génération laisse une trace. Pas pour les étrangers. Pour nous. Je touchai du bout des doigts une inscription datant de 1921. Une autre de 1949. Une autre encore de 2006. Toutes racontaient une même chose, des passages, des choix difficiles, des serments de protection. Nous n'enseignons pas ces histoires dans les écoles, dit Léal. Mais elles vivent ici. Je compris soudain la raison de notre venue. Ce n'était pas pour apprendre un secret politique. C'était pour ressentir un poids, celui d'une communauté qui avance constamment sur une ligne étroite, sans jamais tomber d'un côté ou de l'autre. Lorsque nous redescendîmes la montagne, le soleil était haut dans le ciel. Le silence n'était plus lourd, il était méditatif. Je avais l'impression que chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle du vent portait une part de l'identité druze. En arrivant près du pick-up, le cheikh s'arrêta. Vous allez maintenant rencontrer quelqu'un, dit-il. Quelqu'un qui représente la génération d'aujourd'hui. Qui? Un jeune homme revenu récemment de son service militaire. Il a accepté de parler avec vous. Mais il ne dira la vérité totale que si vous savez l'écouter. Où vit-il? Dans la vallée, pas loin d'ici. Le cheikh me fixa attentivement. Son histoire sera peut-être la plus importante pour votre enquête. Je compris alors que la prochaine étape allait changer le ton du récit. Non pas vers un scandale, ni vers une révélation explosive. Mais vers la réalité vivante, celle que les livres d'histoire n'écrivent jamais. Le silence du dernier témoin, 2000 mots maximum. La route qui descendait du Jabal al-Safa serpentait entre les collines, traversant des vergers de pommiers et des champs de thym sauvage. Le cheikh conduisait en silence, concentré sur les virages serrés, tandis que Léal fixait l'horizon, comme si elle anticipait déjà ce qui nous attendait dans la vallée. Le jeune homme s'appelle Samé, dit-elle finalement. Samé, répétai-je. Il a quel âge? 24 ans. Il vient de terminer son service militaire il y a quelques mois.
Le cheikh ajouta. Il est de ceux qui portent en eux toutes les contradictions dont nous vous avons parlé. Mais il a accepté de témoigner parce qu'il sent que son histoire n'est pas seulement la sienne. Le paysage devenait plus vert à mesure que nous approchions du village. Des maisons de pierre blanche apparaissaient ici et là, encadrées par des cyprès et des figuiers. C'était un décor paisible, presque trop paisible pour imaginer les tensions invisibles qui y circulaient. Nous arrivâmes devant une petite maison construite à flanc de colline. Une odeur de café fraîchement moulu flottait dans l'air. Sur la terrasse, un jeune homme se tenait debout, les bras croisés, observant notre arrivée avec une expression. Expression à la fois curieuse et méfiante. Il avait les épaules larges, un visage marqué par la fatigue, et des yeux sombres qui semblaient avoir vu plus que ce que son âge laissait supposer. « Sameh » appela le cheikh d'une voix chaleureuse. Le jeune homme s'avança. « Cheikh Naïm. Bienvenue. » Il salua l'Eyal d'un hochement de tête, puis se tourna vers moi. « C'est lui, le journaliste ?» Je répondis calmement. « Oui. Je m'appelle Elias. » Il m'observa quelques secondes, comme pour décider s'il pouvait me faire confiance. Finalement, il fit un signe de la main vers la maison. « Entrez. On parlera mieux à l'intérieur. » Sa maison était simple mais accueillante, décorée de photos anciennes, de tapis traditionnels et de livres empilés un peu partout. Nous nous assîmes autour d'une table basse. Sameh nous servit du café sans dire un mot, puis se laissa tomber dans un fauteuil, le regard posé sur la fenêtre. « Vous voulez entendre mon histoire » dit-il sans transition. « Oui » répondis-je. « Mais seulement ce que vous souhaitez partager. » Il hocha la tête, passa une main sur son front, et commença. « Il a la voix de la nouvelle génération. J'ai grandi dans un village où on m'a toujours dit que servir était normal, que c'était notre rôle ici. Mon père a servi. Mon oncle aussi. Mes cousins. C'était presque une évidence. » Il soupira. « Mais ce qui n'est pas évident, c'est ce que cela signifie vraiment pour nous. On nous dit que c'est la preuve que nous sommes intégrés, que nous faisons partie du pays. Mais en même temps, on nous rappelle constamment que nous ne sommes pas comme les autres. On nous voit, on nous respecte parfois, mais on ne nous comprend pas vraiment. » Je pris quelques notes. Sameh continua. « Pendant mes 3 années de service, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai reçu du soutien, de l'amitié. Mais j'ai aussi vu des regards qui disaient « tu es utile ». Pas « tu es l'un des nôtres ». Une nuance qui change tout. Il joua nerveusement avec une tasse vide. Nous sommes une minorité dans une minorité. Et parfois, j'avais l'impression d'être une pièce dans un mécanisme qui me dépassait totalement. Une pièce essentielle ? Demandai-je. Pas essentielle. Pratique. Son ton n'était pas amer. Il était lucide. Le doute impossible à fuir. Quand je suis rentré au village, je pensais retrouver la paix. Mais c'est là que les questions ont commencé à me ronger. Quelles questions ? Demandai-je. Celles que vous avez sans doute déjà entendues dans les témoignages d'hier soir. Ai-je choisi cette voie parce que je le voulais ou parce qu'on me l'a imposée ? Était-ce un acte d'intégration ou un acte de survie ? Et surtout, est-ce que cela me définit ? Il marqua une longue pause avant de poursuivre. Mes amis arabes, en dehors du village, me voient parfois comme un étranger. Mes amis israéliens me voient comme un soldat druze, mais rarement comme un citoyen complet. Et moi, dans tout ça, j'essaie juste de respirer. Je sentis une profonde lassitude derrière ces mots. Une lassitude plus lourde que la fatigue physique. Les 2 mondes. Le cheikh l'écoutait attentivement, sans intervenir. Sameh continua d'une voix plus posée. Être druze ici, c'est vivre dans 2 mondes en permanence. On parle notre langue, on garde nos traditions, on respecte notre foi. Mais on évolue dans un pays où tout le monde nous observe comme un cas particulier. Vous sentez-vous en sécurité ? Lui demandai-je. Il répondit immédiatement. Oui. Et non. Puis il précisa. Je me sens en sécurité matériellement. Je n'ai jamais manqué de rien, jamais été discriminé ouvertement. Mais intérieurement, je vis dans une tension permanente. Comme si je devais constamment justifier mon existence à chacun des 2 côtés. Il se pencha en avant.
vous voyez cette maison? Il désigna les murs autour de nous. Elle est construite sur des histoires qui ne peuvent pas être racontées entièrement. Parce que chaque version déplaît à quelqu'un. Cette phrase me frappa. Elle était peut-être la synthèse la plus claire de toute mon enquête. 4. Le choix de Samé. Alors, quel chemin allez-vous suivre maintenant? Demandai-je. Il esquissa un sourire fatigué. Je veux étudier l'histoire. Pas pour la réécrire. Pour la comprendre. L'histoire druze. L'histoire des choix humains, répondit-il. Les choix qu'on fait quand on n'a pas le luxe d'avoir toutes les options. Il se leva et marcha vers l'une des étagères. Il en sortit un vieux cahier relié de cuir. Je tiens un journal depuis mon adolescence. Je ne l'ai montré à personne. Mais aujourd'hui, je vais vous lire un passage. Il feuilleta quelques pages et lut à voix haute. Nous sommes un peuple de montagne, façonné par les saisons et les menaces. On dit que nous sommes mystérieux. Mais la vérité, c'est que personne ne prend le temps de voir la nuance dans nos vies. Nous existons entre des lignes que nous n'avons pas tracées. Pourtant nous avançons. C'est cela, notre force. Il referma le cahier. Voilà ce que je veux que vous compreniez. Nous ne sommes ni des héros, ni des traîtres, ni des symboles. Nous sommes juste, nous. Un silence profond remplit la pièce. Le cheikh sourit doucement. Léa essuya discrètement une larme. Je réalisais alors que cette phrase « nous sommes juste » nous était peut-être la conclusion la plus honnête que je pourrais espérer. Vers la dernière marche. Lorsque nous quittâmes la maison de Samé, le soleil commençait à descendre derrière les montagnes. Le ciel se teintait de rose et d'or, comme une toile vivante. Nous marchions en silence jusqu'au véhicule. Alors que je me retournais une dernière fois vers la maison, je vis Samé debout sur sa terrasse, observant la vallée. Il leva la main en signe d'au revoir. Je répondis de même. Elias, dit Léal doucement, maintenant vous comprenez ce que nous voulions vous montrer. Je hochai la tête. Oui. Ce n'était pas une histoire interdite, ni un secret caché. Non, répondit le cheikh. Cheikh. C'est l'histoire que personne ne veut entendre parce qu'elle ne donne raison à personne. Il ajouta, d'une voix plus grave. Mais elle dit la vérité essentielle, la complexité humaine n'entre jamais dans un slogan. Je ne répondis pas immédiatement. Je regardais les montagnes, les villages, les routes étroites qui reliaient les uns aux autres des mondes si différents. Et je compris soudain ce que signifiait vraiment mon voyage. Ce n'était pas d'expliquer pourquoi une communauté suit telle ou telle voie. Ni de dénoncer. Ni de glorifier. C'était de montrer l'invisible. La lutte intime, silencieuse, constante, de ceux qui vivent entre deux forces, deux identités, deux regards. Et qui avancent malgré tout. Si l'épilogue, l'histoire cachée. De retour dans ma chambre, je pris mon carnet et écrivis les derniers mots de mon enquête. Les Druzes ne sont pas un mystère. Ce sont les autres qui refusent de voir la nuance. On leur demande de choisir un camp, alors qu'ils n'ont jamais cessé d'être eux-mêmes. Leur rôle est peut-être controversé, mais seulement parce que le monde exige des réponses simples là où n'existent que des chemins complexes. La véritable histoire cachée. C'est la dignité tranquille d'un peuple qui marche sur une ligne fragile, sans jamais perdre son humanité. Astérisque. Je refermai mon carnet. Et pour la première fois depuis mon arrivée, je me sentis en paix. The End.